Bon, j'avoue que j'ai été surpris, j'étais dans un space où se réunissent d'anciens macronistes, ou voire encore macronistes. Et puis j'ai levé la main, puis subitement, je sais pas, l'autre m'a plus vu, peut-être j'avais des problèmes de connexion, je sais pas, peu importe. Et du coup, j'ai décidé de partir, parce que quand j'ai entendu que ça commençait à parler de Covid, j'ai un principe, je ne reste jamais sur Internet, dans quelque discussion que ce soit, qui parle de Covid. J'avoue, il n'y a aucune raison rationnelle à ça, c'est juste que ça me saoule, mais à un point. Mais je sais pas, je fais une allergie aux discussions populaires parlant de Covid. C'est un truc, je peux pas. Je peux pas. Voilà, moi, en tant que scientifique, je sais comment marche la science, je sais que c'est pas simple. Il y a eu un dysfonctionnement général où on a vu des gens se mettre à poster des articles médicaux alors qu'ils avaient un bac -10, etc. Donc moi je m'en occupe pas. Hein. Ça veut pas dire que la médecine a raison, elle est traversée par tout un tas de pressions, mais je m'en fous, j'en parle pas. Voilà, je suis pas. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur le fait que les élites ne peuvent pas se passer du peuple, contrairement à ce que certains croient. Alors elles peuvent essayer de l'esclavagiser, mais il est connu maintenant que faire comme la Corée du Nord, c'est pas l'idéal. Mais en tout cas, elle ne peut pas s'en passer. Hein. Sinon, elle n'aura plus de PQ pour se torcher et elle n'aura plus de lunettes pour ses enfants. Parce que c'est le peuple qui fabrique les lunettes, etc. Donc voilà, alors j'ai constaté une dérive de ce space vers un paradigme de communication. C'est-à-dire qu'il tendait un peu à faire croire que la montée de l'extrême droite, c'était à cause des erreurs du macronisme. Alors non, pas vraiment. Bon, oui, on peut toujours mieux faire, mais c'est pas des erreurs de communication qui ont conduit à cette situation. Et en plus, la montée de l'extrême droite, c'est pas un truc qui a un grand sens. Alors on a une palatine dans ces spaces qui fait toujours de très 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 grands discours pour dire que l'on mouille. Enfin bref, elle est pas méchante, mais elle est très. On ne sait pas au juste ce qu'elle veut dire. En tout cas, les points que j'ai saisis de ce qu'elle disait qui pouvaient sembler représenter une partie du paradigme macronien sont des points qui me paraissent faux et même, je dirais grave, enfin grave, en tout cas intellectuellement, parce que enfin voilà, je vais faire une vidéo de commentaires et d'ajouts pour marquer mon opposition par rapport à ce que je constate, mon opposition à ce type de discours et qui traverse, hein, Palatine elle parle beaucoup, mais elle a un accent du sud, voilà, etc. Mais qui néanmoins me semble partagé, sinon il ne la laisserait pas parler autant, qui me semble partagé philosophiquement par la Macronie. Cette idée que toutes les solutions doivent être de l'homéopathie, hein, je simplifie pour faire simple. Ceux qui ont envie de faire semblant de ne pas comprendre que c'est une simplification honnête, libre à eux. De toute façon, je fais pas beaucoup de vues sur mes vidéos. J'ai aussi entendu dire l'autre que l'extrême droite s'en prend aux musulmans avec un grand M et non pas à l'islam et qui ferait semblant de s'en prendre à l'islam. Moi, ce que j'aurais à recommander dans ce... Après, on fait ce qu'on veut, hein, c'est des space Twitter, ça va pas plus loin, mais c'est de ne pas s'appuyer sur les astuces rhétoriques des uns et des autres. Par exemple, ne pas pointer les faiblesses de la rhétorique adverse pour la disqualifier. C'est dangereux parce que c'est très volatile. Il suffit de tomber sur un mauvais représentant, un mauvais porte-parole d'idées adverses, et puis vous allez le moucher sur la base de ses erreurs stratégiques dans sa façon de faire de la rhétorique, mais ça sert à rien. Donc l'extrême droite n'est pour rien à sa propre montée. Elle est relativement débile. Hein. Je veux dire, en tout cas, la partie lepéniste est débile et la partie zémoïste est pure mais ultralibérale. Ça représente une très très petite partie de l'électorat. Alors ils ont comme ligne de conduite d'être tout le temps honnête et de tout le temps dire ce qu'ils pensent. Alors ils pensent qu'il faut tout libéraliser et ça correspond à très peu d'électeurs. Ce qui d'ailleurs c'est un peu traduit dans les urnes, sachant que Le Pen a aussi travaillé avec sa grosse structure familiale pour éliminer Zemmour. En tout cas, le descendre à quelques pourcents. Mais bref, tout ça, c'est pas très important. Là, je crois que l'important chez ces fans, enfin chez ces adhérents au macronisme, c'est qu'ils pensent que l'extrême droite comme LFI ont été des bons communicants et que pour ça, ils ont perdu une sorte de bataille qui serait la bataille de la communication. Alors pas du tout. Si l'extrême droite était astucieuse, elle serait à 75%, aujourd'hui pas 40%. Et c'est au contraire parce qu'ils sont totalement nuls, qui sont si bas. Et je vais essayer d'expliquer. Et c'est pas CNews qui fait les voix. Les gens n'écoutent pas CNews. Les gens ils sont pas si stupides. Même s'ils n'ont pas de diplôme, ils sont pas là à écouter la télé en disant ah c'est vrai, CNews l'a dit et c'est pas BFM non plus, etc. Ce qui se passe, c'est que la gauche, l'islamo-gauchisme, a tenté défendu de manière explicite et assumée par la LFI qui déclare être nazie. Alors pareil,
on entend des euphémismes du genre ils seraient antisémites, etc. Non, non. Dans les médias, ils sont juste un peu antisémites, dans les réseaux privés, mais largement diffusés sur les semi-médias, hein, c'est dans les petits médias, ils sont franchement nazis, et ils le disent, et ils l'assument, et en tout cas leurs représentants l'assument. Vous en avez plein Matéel, des extraits où ils disent qu'il ne faudra pas exterminer que les UIF, mais aussi tous les bourgeois, et si possible en les égorgeant, et que le libéralisme ne peut être vaincu qu'au prix alors ils disent pas le mot, parce que ça les arrangerait pas de le dire, d'une exécution systématique de tous les adversaires politiques. C'est un changement qui a eu lieu dans les 30 dernières années, totalement assumé à gauche. Il n'y a pas de subconscient, sauf chez une partie des électeurs, mais il n'y a pas voilà, donc déjà LFI, ils sont pour le djihad, ils sont pour la conquête islamique au nom de leur volonté d'enverser le capitalisme. Il dit il faudra en passer par là. Voilà. Après, de temps en temps, grignotant des cacahuètes, ils disent qu'ils aiment bien les femmes et qu'ils sont contre les violences faites aux femmes, et c'est pour jouer, c'est pour troller. Ils ne sont pas dans cette mouvance actuellement. La mouvance islamo-gauchiste dit on passe par le djihad et après c'est là où ils se trompent, hein, mais passons, je ne suis pas en train d'analyser ce que pense la LFI, et après on les fera apostasier en leur disant à quel point c'est idiot de croire à des sornettes comme les religions. Donc vous avez ce mouvement qui est très stable et qui fait 20-25% de la population française et qui est alimenté par évidemment l'islam, qui apporte quand même pas mal de monde, qui apporte entre 5 et 10 millions de personnes, et puis donc une dizaine de pourcents, et puis les islamo-gauchistes assumés patentés, plus quelques pièces rapportées. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce qu'ils disent, il y a juste de l'ambiguïté dans la façon dont ils gèrent leurs tweets, leurs communications sur de grands médias, puisqu'évidemment ils ne peuvent pas dire Heil Hitler sur BFM, ce serait contre-productif pour eux, mais ils le disent en privé, et encore une fois je vous invite à fouiller Matéel, je ne publie pas des montages, je ne publie pas des vidéos retapées, je publie des extraits que les gens sont fiers de publier, et on y a 2 influenceurs qui confirment ce que je viens de dire et qui sont tous 2 de grands partisans et grands défenseurs de LFI. Ah évidemment, si vous passez cette vidéo sur BFM et devant Ercilia Assoudi, dire ah non je me désavoue, etc. Ça fait partie du jeu, c'est complètement voilà. Deuxièmement, vous avez l'extrême droite, elle est divisée en 2 groupes. Palatine s'est trompé en disant, elle dit il y a un groupe franc, ce qui l'emporte largement et qui l'emporte sur le sécuritaire. Alors ça c'est faux, ça c'est vrai sur les réseaux sociaux, chez les leaders, parce qu'ils étaient là avant et qui tiennent, si vous voulez, ils tiennent le siège, ils tiennent la caméra, les micros. Mais le flux alimentant aujourd'hui qui fait passer le pays, qui fait d'ailleurs c'est un flux qui vient de la gauche essentiellement, parce que oui, enfin, il n'y a plus de LR, et puis ça ne veut plus dire grand-chose être de LR. C'est un flux qui vient de la gauche et du centrisme, c'est tous les Je suis Charlie, qui partent petit à petit de la Macronie, parce que Macron et la Macronie n'est pas Charlie. Voilà. Et ils ont beau dire qu'ils sont Charlie, ils ne sont pas Charlie, ils n'ont rien fait. Voilà, fallait mettre les caricatures sur les billets de banque, il fallait faire quelques mesures symboliques fortes pour montrer qu'on est Charlie. Il ne suffit pas de dire je suis Charlie, puis de rentrer chez soi en continuant d'être islamo-tolérant. Et si vous voulez qu'ils aient tort ou raison, ce flux-là, il est assez constant, avec parfois des poussées, parfois des ralentissements. En ce moment, on observe plutôt un ralentissement, à cause non pas du départ de chez le centre, mais de l'arrivée à droite, enfin l'extrême droite, d'un pôle islamo-droitiste qui se renforce, c'est-à-dire d'arrivée de l'islam à droite qui commence à prendre les pièces, les bureaux, les secrétariats, les discours, parce que je rappelle que l'islam ne s'impose pas la force, donc de toute façon, dès lors qu'il a le numéro de téléphone et qu'il connaît des élus, le reste c'est un peu de la logistique, mais il est force à dire ce qu'il faut dire. Et donc vous avez en fait à droite à l'extrême droite une fracture qui se fait entre ce que Palatine appelle l'errance, c'est-à-dire les islamo-droitistes, les traditionalistes en chemise à carreaux qui disent que les filles en croque-top signifient la décadence. À noter qu'il y en a aussi chez les macroniens pas mal qui sont traditionalistes et un peu coincés du cul et qui n'ont pas forcément, même si c'est très minoritaire chez les macroniens et dans le centrisme, qui ne sont pas forcément très, en forme avec leur propre soi, leur intimité, qui ont tendance à penser que si leur partenaire les trompe, c'est normal de lui demander des comptes. Enfin bref, ils ont un peu ces résidus de cancer religieux qui les habitent. Et donc au cours de la vie, voilà, votre femme vous trompe, votre mari vous trompe. On a des gens qui sont pas contents que l'adultère ne soit pas pénalisé, même s'ils le disent pas, c'est pas très conscient, et qui vont se rapprocher du pôle islamo-droitiste qui dit voilà, je ne vous fais pas de dessin, c'est ce que Palatine appelle l'errance, mais ça reste un pôle extrêmement d'abord stérile, parce que leurs activités sur les réseaux sociaux, c'est vive le royalisme, vive le christianisme, vive les sociétés traditionnelles, à bas la décadence, à bas les LGBT, et donc ça grossira pas, ça peut pas, tout simplement ça peut pas. Je veux dire, ils viennent au devant de gens qui sont au courant, qui ont déjà réfléchi à ces choses-là dans le pays. Les gens, ils sont pas là, ils vont pas découvrir s'ils sont pour ou contre
le LGBTisme en allant discuter avec un Texan en chemise à carreaux qui dit butons tous les décadents. Donc ce pôle, il se raffermit au sens, je dirais, professionnel, c'est-à-dire qu'il se raffermit dans la prise des éventuels, parce que ça je peux pas savoir, des postes ou des discours ou des caméras, des micros, mais il n'est pas alimenté par une vraie tendance qui existe en France. L'extrême droite se remplit par un flux arrivant assez constant avec des variantes plus ou moins rapides de tous les gens qui sont horrifiés par la montée du nazisme et qui sont horrifiés par le fait que la Macronie n'est pas Charlie, n'est pas Samuel Paty, etc. Voilà, vous avez ce flux, lui il est, et en plus il va se promener un peu sur toutes les classes sociales, voilà. Après, que vont en faire les stratèges politiques? Faut-il parler de Frexit pour récupérer cette clientèle ou pas? Vous voyez, ils ont des questions. Ils débattent du sexe des anges, ils se demandent, ils se positionnent comme patriotes, voilà, des trucs comme ça. Mais tout ça, c'est très annexe par rapport à ces foules qui leur arrivent, foules qui n'ont pas de micro, et que la Zémourie a un peu récupéré et envoie Sarah Knafo en particulier pour parler dans les médias, mais ils sont pas grand monde. Et puis vous avez ensuite des gens d'anciens militants d'extrême droite au sens classique du terme, canal historique, qui se sont achetés une nouvelle vie, qui ont cessé d'être racistes, enfin, je veux dire, qui ont cessé d'avoir une activité raciste et qui se sont du coup qu'on trouvait avec la dénonciation de l'islam non faite par les pouvoirs publics une occasion de ne pas être raciste tout en s'adonnant de manière active à prendre des photos, filmer des scènes, publier des posts où on voit la conquête de l'islam en live avec des égorgements, les intimidations, enfin tout ce que les gens qui n'ont pas étudié l'islam connaissent pas et cherchent à taire ou cherchent à... Bref. L'exemple typique c'est Damien Rieu, par exemple, il n'est que sur l'islam maintenant et il est devenu irréprochable, même si avant, ou même si de temps en temps il peut faire un tweet, moi je retweet mais je ne vais pas lire sa TL, c'est-à-dire que je clique pas Damien Rieu, voire TL, hein, mais quand il m'arrive un truc sur mon mur avec une vidéo anti-islam, automatiquement je vais retweeter, mais je n'ai jamais vu passer de tweet avec des commentaires, il est assez laconique, hein. Et Jean Messia c'est un peu pareil. Jean Messia il est plus verbeux, il sort des fois des trucs, des considérations, des pensées, mais globalement ils arrivent avec des vidéos c'est-à-dire qu'ils se sont canalisés dans la dénonciation du fléau qu'est l'islam. Et donc du coup ils se sont achetés une virginité qu'ils n'avaient peut-être pas auparavant. Mais tout ça c'est en gros pas grand chose. Ce qui est entre guillemets grand chose au niveau statistique, au niveau des votes, déjà c'est pas les militants qui font les élections, c'est les gens un peu indécis, un peu voilà, qui migrent vers la volonté d'une droite sécuritaire pour des raisons en fait évidentes, mais que c'est assez bizarre d'ailleurs, le centre ne voit pas au niveau des tweetos, mais où ils voient, ils font semblant de ne pas voir, ou que leurs responsables savent, mais ils disent on n'a pas de solution donc on n'en parle pas, mais que les hauts placés ne peuvent que connaître, hein, puisque je rappelle que l'islam exterminera entre aujourd'hui et 2100 1 milliard de petites filles, ce sont les données de l'UNICEF, c'est voilà, personne ne peut le contourner, d'ailleurs personne ne le contourne et personne n'a jamais contesté ces chiffres. Quand je les donne, les gens vont voir et puis après voilà, ils parlent d'autre chose, oui, je les revois pas et ils sont pas, voilà, c'est trop lourd si vous voulez, vous n'allez pas débarquer en disant ah non c'est pas 1 milliard, c'est 750 millions par exemple, vous voyez, on ne peut pas faire ça, on est devant le pire fléau de l'histoire humaine, la pire monstruosité de l'histoire humaine, et c'est mondial, et c'est un problème mondial. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi ce qui peut retenir certaines personnes à aller à l'extrême droite en disant de toute façon c'est pas eux qui ont la solution, c'est ni les macronistes qui sont un peu saoulants à faire semblant que le problème n'existe pas, mais l'extrême droite a fait semblant qu'il existe pour son business, mais c'est pas eux qui ont la solution. Mais en tout cas, au niveau électorat, et pour ce qui concerne le pays France, il y a une énorme erreur faite par ces militants qui prétendent vouloir s'appuyer sur des chiffres. Ils n'ont pas compris un truc, c'est ce qu'on appelle les contrefactuels. C'est-à-dire que les Français en moyenne, et en particulier les Français des campagnes, obéissent 29 fois sur 30, donc divisent par 30 les coups de couteau, les agressions physiques, alors qu'elles sont déjà très élevées. Mais eux, vous le savez pas, parce qu'il n'y a pas d'agression. Voilà, vous avez une petite racaille de cité qui va, oui bonjour madame, vous pouvez me passer 20 €, je voulais rendre main. C'est comme ça qu'ils font, sur les parkings de Leclerc, de Lidl, de Carrefour, ce sont des scènes qui arrivent tout le temps. Donc la dame elle donne 20 €, elle est un peu triste de donner 20 € à une petite racaille de cité en lacostéenne, mais bon elle sait qu'elle n'a pas le choix, donc elle a peur, elle les donne, elle fait semblant de ne pas avoir peur, elle fait un petit sourire, oui vous me les rendiez bien demain. Évidemment elle les reverra pas, etc. Bon, elle va parler au commissariat en disant qu'on lui a volé 20 €, puisqu'en plus le gars lui a dit s'il vous plaît. Okay. Les gens disent elle a été lâche, elle aurait dû refuser. Bah oui, mais elle a pas refusé, elle a été lâche, elle a eu peur. Mais cet item-là, il arrive 30 fois plus souvent que elle refuse et elle se fait tabasser. Quand elle refuse et elle se fait tabasser,
Bon, la plupart du temps, ça se voit pas parce que c'est pas filmé, puis parfois c'est filmé, un agent de sécurité le passe dans les médias, etc. Mais si vous voulez, cet élément est très important parce que ça empêche des discussions d'avoir lieu, parce que c'est ce qu'on appelle des contrefactuels en sciences ou en philosophie. C'est devenu un mot important parce que le paradigme quantique est capable de les mesurer. Mais hélas, le gouvernement n'est pas doté, et les partis politiques ne sont pas dotés de machines quantiques pour deviner les contrefactuels. Et donc, ils vont dire, ah ouais, regardons le nombre de plaintes, etc. Voilà la cour, blablabla, puis ils vont discuter. J'ai mis récemment, et d'ailleurs je vais le mettre en lien juste après cette vidéo, une escroquerie de comment il s'appelle, Thomas Guénolé d'ailleurs, qui était assez marrant. Voilà, donc vous avez ce problème. Vous avez le problème que quand on obéit, on n'est pas agressé. Quand on obéit à son maître, donc en l'occurrence un item, un membre du système islamique, de la machinerie islamique, et c'est pas tous les musulmans, hein, je rappelle, vous avez des pharmaciens musulmans, des médecins musulmans, ceux-là, ils vont pas venir vous voir. Mais ça reste quand même extrêmement islamique, extrêmement bien rodé. Et ça ne peut être combattu que par la force, puisque à la différence des non-musulmans, ils n'ont pas de mauvaise conscience. Donc voilà, ça génère des mécanismes basés que les gens vont appeler insécurité, incivilité, mais qui en réalité se réalisent en France par l'obéissance du non-musulman aux musulmans, d'ailleurs dont on a une trace publique, médiatique, puisque à la suite de l'exécution de Charlie, plus personne n'a blasphémé, même avant d'ailleurs personne n'a blasphémé, et la confirmation quand l'islam a exécuté Samuel Paty, il viendrait à l'idée de personne de se promener avec des caricatures de Charlie ou de faire un film. Donc la critique de l'islam n'est pas possible, et surtout elle est rendue impossible par la force. Je parle pas des gens qui font semblant de critiquer, je mets ça de côté, voilà. Quant à Zemmour, il critique pas l'islam, il lui fait des compliments toute la journée, même si lui, c'est pas son intention. Les patrons d'islam sont ravis d'avoir leur publicité gratuite assurée parce que Zemmour prétend dénoncer, puisque ce qu'il dénonce, c'est en fait ça flatte l'islam qui revendique d'être comme Zemmour prétend dénoncer qu'il est. Donc on a ça, et ça génère évidemment des flux qui sont pas visibles facilement dans les préfectures, dans les commissariats de police, Je vais même vous raconter une anecdote. Une fois, j'étais dans un commissariat, puisque moi je suis obligé d'être clandestin, hein, fatwa oblige, et il y a une des employées, alors certes pas au gradé, qui ne savait pas qui était Samuel Paty, et je lui ai expliqué, elle a fait, ah, ça me dit vaguement quelque chose. Et puis ensuite, je vais parler de Mila. Alors là, elle savait pas du tout qui c'était. Donc pas connaître Samuel Paty, Mila, qui sont les deux figures, et Salman Rushdie et Charlie, et Theo Van Gogh, mais Theo Van Gogh c'est dans le nord de l'Europe, qui sont les figures emblématiques, si vous voulez, du fait qu'on ne peut pas broncher et qu'on ne peut pas résister à l'islam. C'est pas mal de la part d'un service de police. Là, la formation, elle est... Donc, on a ce non-dit. Et là, j'avoue que dans ce space, on avait un petit peu l'impression que... Alors, évidemment, c'était pas leur intention. Je réagis à ce qu'on entendait. Parce qu'au début ma connexion était pas bonne, puis après j'ai bien écouté, ma connexion était bonne, puis le space est rec, donc de toute façon on peut vérifier. On avait un peu l'impression qu'au fond les gens qui dénonçaient l'islam c'était les réacs ultra-conservateurs d'extrême droite. Et je pense que les centristes, enfin en tout cas ces militants là font une erreur, il y a des gens gentils, hein, parmi eux il y en a plein, font une grosse erreur de faire cette identification, puisqu'elle ne correspond pas du tout à la réalité. La réalité c'est que tout simplement lors du premier... Et puis ils ont parlé du Covid, alors là c'était la fin du monde, je suis parti parce que parler du Covid, voilà, ça rime à rien. Chaque mot que vous dites à propos du Covid est un mot de trop, ça n'a pas de sens. Et je veux dire, ça fait partie typiquement, c'est comme les catastrophes naturelles, comme ceci, cela, ça relève des spécialistes et des gouvernements, et les gouvernements dans ces moments-là sont obligés d'être des dictatures, et puis ça réussit plus ou moins bien, et vous avez des gens qui grognent, et c'est normal, et puis vous avez aussi tout un tas de morts qui sont déplorés, et qui fait basculer tout un tas de gens dans... Ils ont diverses manières de réagir à l'ordre. Mais, qu'est-ce que je voulais dire Ah putain, j'ai oublié. Oui, vous avez le premier acte, je dirais, fort, qui s'est vu sur Internet, c'est quand le public entier, quand les sphères médiatiques entières font des erreurs qui vont toutes dans le même sens, vous savez que vous avez affaire à quelque chose de grave. Ça a été d'attaquer le printemps républicain et de le classer chez les réacs et les fachos. Le printemps républicain c'est rien du tout, mais c'était une petite association de personnes de gauche qui étaient attachées à la laïcité et qui avaient compris le problème. Pourquoi? Parce qu'entre autres il y en avait qui connaissaient l'islam dans le groupe, et donc évidemment ça leur facilitait les choses, ils avaient accès au dossier si vous voulez. Et quand le printemps républicain a été cornérisé, genre ouais, Caroline Fourest, elle roule pour l'extrême droite, etc., eh bien il s'est passé quelque chose de grave, parce que c'était repris continuellement comme si au fond c'était rien, et alors que c'est énorme. C'est parce que c'est énorme, imaginez, c'est comme si on accusait Mélenchon d'être ultra-libéral.
économiquement. Bon, il y en a qui le font, hein, mais ils sont pas très nombreux. Mais quand c'est repris, vous vous dites qu'il y a un bug. Et à ce moment-là, vous aviez les symptômes dans la société de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas au courant, qui n'étaient même plus conscients que l'islam les écrase en les empêchant de mettre un t-shirt avec les caricatures de Charlie ou de dire que le Coran c'est de la merde à une terrasse de café. C'est-à-dire comme ils ne le faisaient pas avant, ils ont été facilement accessibles à cette pathologie qui consiste à ne pas se rendre compte qu'au conditionnel, encore une fois vous avez affaire à des contrefactuels, qu'au conditionnel ils ne pouvaient plus le faire et qu'on validait ça. Mais le cerveau lui il sait. Donc si vous voulez, tant que vous n'aurez pas 2 millions de lycéens les cheveux longs avec des tatouages et des t-shirts avec des caricatures de Charlie en mettant de la musique à fond, avec des artistes anti-islam, etc. Tant que vous n'aurez pas ça, la situation ne sera pas revenue à la normale. Non pas qu'ils aient raison ou tort de le faire, mais que dans les mécanismes normaux d'une société, et surtout la France, c'est ça la situation. C'est que toute personne qui cherche à imposer un obscurantisme se retrouve confrontée à une résistance et à de la moquerie. Et du coup, quand ces mécanismes se sont installés, pathologiques, hein, c'est des pathologies, c'est grave, comme je veux dire, vous êtes jeune, vous dites ah ok je ne critiquerai plus l'islam car je risque d'être égorgé, et c'est pas au fond, c'est pas si grave, il faut lutter contre l'islamophobie, après tout donnons-leur ça, quand vous avez glissé dans ce type de pathologie, qui réduit, qui réduit des flux, vous savez que ça va pas aller ensuite, et c'est ce qu'on a observé, c'est-à-dire que vous avez des gens qu'on n'aurait jamais eu l'idée d'insulter, qui se retrouvent accusés d'être des colonisateurs, des trucs comme ça, enfin des notions qui ne sont pas sincères. Hein. Je rappelle que le mouvement décolonial, ce n'est pas un mouvement sincère. Ça. Ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Ils ne pensent pas que nous sommes des colonisateurs, et ils ne pensent pas qu'il y a besoin de décoloniser quoi que ce soit. Ils le font pour servir l'islam. C'est une stratégie pour servir l'islam, pour empêcher l'Occident d'entraver l'islam dans son développement. J'ai aussi mis des vidéos très détaillées, en particulier de patrons de l'islam et de prédicateurs français actifs, et il y a aussi Ouria Boutelja qui le dit. Et donc, il s'est normalisé ce qui était des trolls. Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui monte dans un space pour vous parler de la colonisation de l'Algérie, il n'est pas sincère, il ne ressent rien, il ne nous en veut pas, il ne nous déteste pas, il vient juste jouer un coup au Monopoly. Et vous avez en face des gens qui se justifient, qui disent ah c'est pas moi qui t'ai colonisé, c'est les gens d'avant, tatati tatata. Et ça c'est grave parce que ça veut dire qu'il lui attribue d'être sincère. Il pense que la personne qui est là, qui parle, donc imaginez comment l'autre se marre. L'autre il se dit putain je leur fais le coup de la colonisation et il marche. Vous voyez, c'est problématique. Et on a eu ces problèmes-là. Et vis-à-vis de ces problèmes-là, les stratèges d'opinion, les stratèges et les communicants, ils sont allés au premier truc qui se voyait, les premiers symptômes banals, sans chercher à comprendre ce qui se passait. Puisque les postes de communication étaient occupés par le tout venant de la communication, hein, pas des QI de 180, des gens plutôt astucieux et tout, mais qui raisonnent en termes de communication, et donc qui ne voyaient pas, vous leur dites colonisation, ils cherchent un truc à répondre. Ils n'ont pas l'idée de dire non mais je te répondrai pas parce que tu n'es pas sincère, tu ne me prends pas pour un colonisateur. Donc je n'ai pas besoin de t'expliquer que je ne suis pas un colonisateur. De même, quand vous faites traiter de raciste, vous avez pendant très longtemps, même si ça s'est émoussé, des tas de gens qui se justifiaient en disant non je ne suis pas raciste. Et en fait c'était idiot parce que la personne qui vous traite de raciste ne le pense pas. Moi je vais dire j'ai été traité au moins 50 fois en 5 ans, pas beaucoup hein, j'avoue, j'ai pas, bon après à vue matérielle on voit que je le suis pas, mais je n'ai jamais croisé une personne qui pensait que j'étais raciste ou que je l'étais sincèrement. Et je lui ai pas répondu. Et puis si elle avait insisté, je lui aurais dit oui, t'as raison, je suis raciste en rigolant. Pour bien lui montrer, elle aurait compris ou pas, que je savais qu'elle ne pensait pas que je suis raciste. Bon, il se trouve que les gens, a priori, ne jouent pas ce coup avec moi, avec mes anciens comptes, mais et le fait que vous ayez ce marché de l'accusation de racisme qui est pris pas, quand je dis qu'il a pris, d'abord les racistes existent, ils ne sont pas tellement augmentés mais ils existent, et puis surtout qui est pris tout en devenant un tel hockey, si vous voulez, un tel troll qu'il s'est de lui-même un peu autodétruit. Alors qu'aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un qui est raciste, il y a quand même beaucoup de gens qui perdent pas de temps à répondre à ce genre de calomnie. Mais le fait que ça ait pris montre que le paradigme, c'est-à-dire l'outil
avec lequel étaient analysées ces choses-là n'allait pas, parce qu'on analysait des sophismes de mauvaise foi. Et du coup, on a totalement loupé, et moi je suis impressionné de voir qu'il y a, on va dire, il y a la moitié de la France. Hein. La moitié de la France est passée prête à voter un truc du genre RN, Zemmour, un truc un peu équivalent, l'éventuel successeur de Le Pen, etc. Il y a la moitié de la France. Après, ils vont peut-être s'autodétruire en se disputant le leadership, je sais pas, mais il y a la moitié de la France, et vous avez le centrisme, enfin le macronisme en échec, bon je vais dire le centrisme, parce que Macron n'est plus beaucoup d'actualité, qui dit oh, ils se sont tous fait avoir, la moitié de leurs concitoyens qui seraient tous victimes de manipulation, de propagande, de communication. Voilà, donc non, ça s'est pas passé comme ça. CNews, pardon, je vais... CNews, c'est pas une chaîne que les gens écoutent énormément, ça les saoule, ils sont pas dupes. Maintenant, effectivement, la plupart des victimes, et encore une fois j'insiste, il y en a 30 fois plus qui sont victimes contrefactuellement, la plupart des victimes peuvent avoir tendance d'aller écouter effectivement des débats, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pour, ça veut dire qu'elles ont déjà pris une décision, elles ont déjà été agressées, et les gens le sont chaque jour. Moi j'ai encore assisté ce matin dans un endroit très tranquille à des employés dans une galerie commerciale, à des employés obligés de s'écraser devant des Lacoste TM, de négocier tout gentiment, de demander quasiment l'autorisation pour ne pas obéir à leurs doléances. Vous allez dans un McDo dans les villes moyennes et dans les grandes villes, et Lacoste TM ils vous doublent, vous leur demandez ultra gentiment de retourner, de faire la queue, les gens tremblent, ça se voit tous les jours aujourd'hui. Et alors, c'est vrai, les Français ont réussi un truc assez intéressant, c'est qu'ils savent obéir, c'est-à-dire ils savent obéir à ces Lacoste TN, et donc minimiser les agressions. Ce qui n'allait pas de soi forcément au départ. Le problème aujourd'hui, c'est que premièrement, ils ne vont pas en témoigner parce que ça les ferait passer pour des lâches, et deuxièmement, vous avez effectivement, et c'est là où c'est repris, la partie de l'extrême droite un peu que Palatine a qualifiée de rance, qui dit qu'il faut être viril. Allons nous battre. Alors ils regardent, ils vont à la cave, ils regardent s'ils ont des fusils, etc. Donc voilà, c'est ça la situation. C'est pas, je sais pas moi, une montée d'un racisme ou de je ne sais quoi. C'est pas, voilà, les gens pensent pas aux Chinois, ils pensent pas aux Italiens, et de toute façon ils penseront rarement autre chose que des Arabes et des Noirs, mais s'ils sont, on peut les appeler, on peut dire qu'ils sont devenus racistes si vous voulez, c'est pas important, c'est une question de mots et de qualification abstraite. S'ils ont basculé dans un racisme, c'est de toute façon parce qu'ils en avaient marre de devoir s'écraser. Et là, j'invite à vraiment comprendre, et je sais qu'ils ne le font pas les gens, mais il faut bosser le dossier islam. Le dossier islam prévoit cette démarche. C'est-à-dire que l'islam prévoit que régulièrement dans une année, si tu es un vrai homme, tu dois vraiment te battre à main nue avec un autre homme. Pour eux, c'est de la sexualité, mais ils ne l'avoueront pas. Hein. Mais ce rapport charnel entre hommes et ces provocations continuelles, elles sont totalement islamiques. Et après, vous tabassez avec quelqu'un, vous vous mettez bien ensemble, et après, vous devenez son meilleur pote. C'est comme ça que l'islam voit les choses, parce qu'il n'y a pas de femme dans son système. Et je dis bien, elle n'existe carrément pas. C'est pas qu'ils leur en veulent. Ils essayent de gérer, de simuler quand ils en côtoient, mais ça n'existe pas dans leur métabolisme cérébral, si vous voulez. C'est un handicap que j'ai beaucoup détaillé. Et donc, vous avez ce mécanisme qui peut se décrire de manière raciste en disant les Arabes et les Noirs, ils veulent tout le temps se battre, ils viennent t'agresser dans la rue. Et oui, et ça, on a suggéré, sans loi, les gens ont fini par leur obéir. Comme ça, c'est plus simple. Les profs leur obéissent, donc les écoles, les ambiances sont absolument empoisonnées, toxiques. Les citoyens leur obéissent, y compris dans les villages. J'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas un noir, un arabe dans les villages de France. Alors là, c'est une erreur gigantesque. La partie sud de la France est énormément occupée par... vous avez des grosses populations d'origine, du Maghreb, peut-être un peu moins de noirs, depuis plusieurs générations, dont ce sont les gamins qui posent des problèmes parce que ont décidé de revenir à l'islam alors que leurs parents s'en étaient éloignés, et pour ça ils sont très actifs, ils ont des activités très ostentatoires si vous voulez, de virilité, donc braquage, menace au couteau, etc., anti-daïoutisme, enfin tous les grandes lignes de l'islam. C'est tout à fait valable dans les villages. Vous allez à une fête champêtre, à une guinguette, et vous verrez, vous avez une chance sur 4 ou 5, vous choisissez aléatoirement une guinguette en France,
France et vous aurez une probabilité supérieure à 20% de voir débarquer une bande de la GOSDN qui viendra faire une démonstration de force islamique, c'est-à-dire viendra donner des ordres, partira, et ils auront stressé les gens un petit moment, et ces campagnards qui ne sont pas habitués au quotidien à obéir se sentent humiliés, si vous voulez, c'est souvent des gamins de 15, entre 15 et 20 ans. Voilà, donc vous avez ces mécanismes, et ces mécanismes qui ont lieu dans tout le pays et qui donnent lieu à énormément de discussions, pas forcément structurées, au moment des élections, quand vous êtes dans l'isoloir, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disent ouais, non mais ils feront jamais rien, Macron, la gauche, tout ça. Pour eux, Macron c'est une espèce de version, c'est une espèce de Mélenchon, mais en mode centre-ville, c'est-à-dire c'est un Mélenchon qui n'est pas pour remettre la retraite à 45 ans. Voilà. Et c'est ceux-là qui font les élections. C'est pas et l'extrême droite, elle pourra dire toutes les conneries qu'elle veut, c'est comme Trump. Il pourrait se mettre à poil et chier dans la rue devant tout le monde en se filmant et en disant vive moi. Tout le monde dirait waouh, quel génie. C'est-à-dire que les motivations des gens, c'est vraiment qu'ils veulent de la dureté à l'égard, enfin ils veulent que la domination islamique soit renversée. Je ne parle pas du tout de grand remplacement, je parle bien de domination islamique. Et parmi d'ailleurs les votants, vous avez énormément de métis lookés, de gays d'origine maghrébine, qui eux pour le coup sont pas dans le mouvement LGBT et votent Zemmour-Le Pen à fond. Toute la partie, si vous voulez, qui connaît plus ou moins l'islam de par son histoire, etc., ils ont des antennes. Ils détectent, et eux ils vont aller voter Zemmour-Le Pen parce qu'ils savent que l'enjeu c'est une domination de l'homme sur la femme, mais surtout du fort sur le beau, c'est-à-dire la loi de la jungle physique, le droit d'égorger si tu refuses que je te viole. C'est extrêmement documenté et clair dans les têtes islamiques et dans les têtes aussi de gens qui se sont... Je ne parle pas des apostats, les apostats ils ont des positions claires, ils ont les idées claires et ils publient. C'est extrêmement bien compris parce que c'est vécu dans leur chair, quoi. Si vous voulez, l'islam a un peu inventé en quelque sorte un socialisme pour le moche, pour l'homme de sexe masculin moche. Et l'Occident, sans s'en rendre compte, avait validé l'idée d'un libéralisme, pas seulement économique, mais pour l'homme qui est moche. C'est-à-dire qu'avec, c'est difficile à expliquer, puis je vais arrêter là, avec l'Occident, l'idée du mec moche qui peut pas se faire, voilà, qui n'aura pas de succès avec les femmes, parce qu'il est moche, a un sens. En islam, il est la bête noire absolue, il est priorité aux moches. C'est-à-dire, c'est réellement, l'islam est un RSA marital. C'est-à-dire que plus un homme est moche, plus il faut qu'il fasse des gros hurlements caverneux, qu'il ait l'air bien méchant et qu'il ait des cicatrices de bagarre au couteau, et que la femme a le devoir de s'y soumettre. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous avez instinctivement et de manière profondément compulsive en islam cette idée qu'un homme ne doit pas être éconduit pour sa mocheté. Et donc sa mocheté il doit la gérer en devenant un gros bestiau musclé bien dégueu, bien dégoûtant. Vous voyez, tout ce qu'on rêve de pas croiser dans les rues en islam, c'est au contraire la revendication. Femme, tu vas me dire oui parce que c'est ton devoir de femme, c'est pas de juger si je suis beau ou pas. Hein, c'est le fameux proverbe dont j'ai souvent parlé, le proverbe musulman qui dit ce n'est pas à l'homme d'être beau, c'est à la femme. L'homme, lui, doit être fort. Et à lui tout seul, ce proverbe, c'est quelque chose qui est très très présent dans la démarche islamique masculine et dans le racaïsme de cité. C'est que tous ces mecs pensent qu'il serait normal qu'ils finissent pas puceaux. Ils voient comme un droit le fait qu'une femme accepte de les prendre pour partenaires, et cette idée que ce serait un droit absolu est très 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 présent. Ils se sentent extrêmement menacés par l'Occident et la femme qui est libre de dire non. Ça c'est quelque chose au-delà, je parle au-delà de toutes leurs problématiques sexuelles qui sont gigantesques à cause de l'islam. Ça leur est totalement insupportable cet Occident qui a fait du mec moche un mec qui a moins de chance, qui a moins ses chances. Ils tueraient pour ça. Ils tueraient, c'est un truc. Et bon, il y a le fait qu'ils se savent, voilà, pas très intéressant aussi. Enfin après voilà, et puis tout ça, ça va générer des accusations de racisme en disant ah ouais, ils nous trouvent moches parce qu'ils sont racistes. Enfin, vous voyez, c'est bref, il y a des vrais problèmes et les flux allant du centre et de la gauche islamo-complaisante vers une droite plus dure sont constants. C'est pas une question de communication. Et je peux vous dire que pourtant, cette partie-là de l'échiquier politique, la droite dure, un peu sécuritaire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'y mettent pas, ils communiquent pas bien du tout. Donc ça s'explique pas par la communication.